Mais je l'avais entendu dire: «Ne laisse pas le pouvoir à quelqu'un d'autre de dire ce qui se passe dans ton corps». Puis Mmh. ça m'avait profondément marquée, puis ça m'avait fait, réfléchir en fait à pourquoi est-ce qu'on cherche à monitorer, tu sais? Puis quels seront les impacts pour moi-même de justement recevoir cette note-là, disons. Ouais. Parce que notre notion avec les chiffres dans la vie quand on grandit, c'est de l'évaluation. À l'école, les chiffres, c'est de l'évaluation. On se fait noter sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur comment on le dit. On paye, c'est du temps, c'est des limites. Tu sais, les chiffres sont associés à quelque chose de très stressant dans notre Ouais, oui, réalité, là. c'est un jugement de valeur et de bien ou de pas bien, De quoi, c'est très performance, ouais. tu sais, dans toutes les sphères. Mmh. Peut-être que les gens qui font de la numérologie pourraient nous dire autre chose, mais tu sais, reste que dans moi, ma psyché, là, les chiffres, c'est stressant, tu sais. Non, c'est vrai, Puis absolument. si j'en rajoute, ben, je suis encore plus dans le contrôle, puis plus dans le stress, puis dans l'évaluation de la situation. Et pour ma part, et pour d'autres femmes aussi que j'entends, c'est que ça m'éloigne de ma propre intuition. Donc, par exemple, dans cette grossesse-là, qui était ma première, pourquoi est-ce que je me ferais peser? À quoi est-ce que ça m'amènerait de me faire peser? Tu sais, Mmh. pourquoi je le ferais? Ça fait des années que je me suis pas pesée, puis quand je me pesais, c'était une source de stress. Pourquoi est-ce que je m'infligerais ça dans une situation aussi sensible que la grossesse, où Mmh. clairement je vais prendre beaucoup de poids, tu sais? Ouais, ouais, Donc ouais. après ça, j'ai fait de mes devoirs de réflexion des avantages, désavantages, mais ça implique personnellement, une introspection puis une connexion à mon intuition Mmh. personnelle, tu sais, Mmh. puis sensorielle. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Léa, Bonjour. je suis contente de te revoir derrière l'écran à nouveau. Pour situer encore une fois pour les personnes qui débarquent sur cet épisode, avec Léa, on a déjà enregistré un premier épisode dans lequel elle nous a présenté son parcours professionnel tant que personnel, et on avait encore beaucoup de choses à se dire, et donc on a décidé de continuer sur un nouvel épisode. Donc pour situer, tu es doula, tu es avant tout maman, donc 2 fois maman et 1 fois belle-maman. Et donc tu accompagnes les familles, sur leur chemin de naissance libre, hors système, voilà. Parce que tu as pu toi-même, lors de tes accouchements, expérimenter ça, et donc c'est quelque chose, tu as une soif, comme tu me le disais, d'apprendre beaucoup de choses, autour de naissance et de tout ce qui est attrait à ça, et donc tu partages tout ce que tu découvres, tout ce que tu apprends, tout ce que tu expérimentes avec les familles. Et donc, ça nous amène à ce dont on va parler aujourd'hui, qui est, en fait, tu as créé donc un outil qui est à disposition des familles pour les accompagner justement à se repérer, entre ce qui relève du système, ce qui relève pas du système, et toutes les spécificités qu'on peut trouver, voilà, autour de l'accouchement, de la naissance, dans et hors système. Donc c'est un outil super intéressant, visuel, qui permet vraiment de comprendre visuellement les choses et tout, dont on va parler aujourd'hui, donc plus en détail. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux si tu veux le présenter peut-être à ta manière déjà, avec tes Oui, mots? bien sûr. Ben, je pense que c'est je l'appelle le tableau pour l'instant. Donc effectivement, c'est un outil de compréhension autant pour les familles, autant pour la communauté périnatale de peu importe de quel horizon elle vient. Dans un souhait d'apporter de la clarté pour les familles, d'apporter, l'occasion de faire une introspection autant pour les familles que pour les accompagnantes périnatales. Mmh.
Donc, c'est venu dans ce souhait personnel de compréhension de ce qui se passe finalement. On m'a partagé que c'est comme si c'était un portrait de comment est-ce que les gens s'organisent quand on légalise la pratique sage-femme finalement. Donc, quand on vient policer, quand on vient, comme les ordres aiment si bien le dire, assurer la sécurité du public et quand s'ensuit une hypermédicalisation des pratiques et une perte de ressources pour les familles, bien, finalement, les familles et les accompagnantes périnatales s'organisent et créent des systèmes hors système, disons, c'est drôle à dire, pour œuvrer auprès des familles, puis pour les familles de trouver des ressources qui pourraient leur ressembler. Cependant, quand on arrive hors système, eh bien, il n'y a pas de régulation. Et puis là, ben, ça peut devenir chaotique et éventuellement problématique. Donc, autant pour les familles que pour les accompagnantes périnatales, ça peut être difficile de naviguer et même de comprendre comment est-ce que les choses s'organisent, quel terme veut dire, en fait, quel titre veut dire quoi, pourquoi est-ce qu'une personne va utiliser tel titre et non l'autre. Puis quand on ajoute à tout ça une notion de commerce, parce qu'il s'agit quand même en général de femmes qui vont offrir un service et donc une transaction, et bien là, des fois, ça devient un peu plus complexe de se positionner autant en tant qu'accompagnante périnatale, puis en tant que parent, à faire des choix qui sont alignés avec ce qu'on souhaite vraiment. Donc, de là est partie cette idée de faire une analyse puis d'apporter de la clarté sur ce que j'appelle, le tableau, présentement, il est nommé Mise au monde et responsabilité. Donc, donner naissance à l'heure actuelle avec vraiment une mise en lumière sur les pratiques qui sont plus hors système. Puis, ça vient d'une perspective que je précise qui est internationale, donc qui n'est pas nécessairement seulement au Québec, pas nécessairement seulement en France. Puis je prétends pas avoir été dans tous les coins du monde et avoir parlé à toutes les gardiennes des naissances ou toutes les femmes sages ou toutes les sages-femmes, mais j'arrive à un point où je sens qu'il faut pondre ce tableau pour apporter plus de ressources puis plus de clarté pour la communauté. Et puis, ce sera un tableau qui sera en constante évolution. Il va être daté, donc peut-être que quand vous allez écouter cet épisode, ça va être la version 3 du PDF. Et puis peut-être que ça sera la version 6. Puis je souhaite avoir la rétroaction de la communauté, puis qu'il évolue, puis qu'il devienne un outil qui apporte de la belle lumière pour les familles et les accompagnantes. Ok. Je précise du coup que je vais mettre le lien, donc vous trouverez le lien en description. Ça serait plus confortable pour suivre l'épisode d'avoir le tableau en face et de mettre pause quand il y a besoin et vraiment de suivre au fur et à mesure pour comprendre ce qui se passe. Et n'hésitez pas toujours à laisser des commentaires ici ou ailleurs pour éventuellement pouvoir éclairer les points qui sont pas clairs ailleurs, c'est-à-dire sur le site de Léa, chez Léa directement aussi. Ouais, vous pouvez venir me poser des questions. Je suis très ouverte à faire évoluer ma pensée, puis à ensuite pouvoir la partager avec les gens. Ok. Est-ce que tu peux, avant d'aller encore plus loin, nous expliquer comment t'es venue l'envie peut-être de créer ce document? Oui, ben en fait, en travaillant auprès des familles, donc en faisant des cercles de parole sur l'enfantement libre, en ayant des gens qui venaient en consultation. Moi, j'ai pas je ne fais plus de présence à la naissance comme accompagnante. Je ne prends plus de clients pour de multiples raisons. Puis je me rendais compte qu'il y avait souvent une grande confusion entre la présence de la doula, la présence et les rôles, disons, d'une gardienne des naissances, des sages-femmes et des femmes sages. Et il y avait une incompréhension autant de la part des parents, puis autant de la part de la communauté périnatale. Puis j'ai envie de préciser que je suis dans une posture où pour moi, chaque être humain a l'occasion de vivre sa vie et de faire ses propres choix en, je le souhaite, grande responsabilité individuelle. Donc, je prends le temps de le préciser parce que je ne suis pas contre la pratique illégale.
Mhm. Je ne suis pas pour le polissage à l'extrême et à la chasse aux sorcières qui a lieu non plus. Donc, Ouais. j'ai vraiment d'une posture j'ai envie de mettre en mots ce qui est, ce que j'observe, ce qui m'a été partagé. Mhm. Et ensuite, les gens pourront faire leur propre introspection. Je sais pas, tu sais, c'est sûr que c'est biaisé comme processus, mais c'est pas une ébauche d'opinion, disons. Tu sais, D'accord. il y a des trucs à lesquels j'adhère et des trucs à lesquels j'adhère moins, Mhm. mais l'objectif, c'est de juste venir mettre de la lumière. Oui. Fait que c'est venu très égoïstement d'une démarche où je n'ai pas envie de connaître la prochaine accompagnante périnatale, peu importe d'où elle vient, qui va recevoir une poursuite par Mhm. soit un ordre ou par des parents. Mhm. Et je n'ai pas envie de connaître la prochaine famille qui va vivre une très grande insatisfaction et une grande déception suite à avoir engagé quelqu'un qui est dans le système ou hors système. Mhm. Donc, j'observe beaucoup de confusion, j'observe aussi beaucoup de manque de transparence. Mhm. Puis c'est de là un peu cette démarche. Ok. Puis, puis tu sais, pour moi, c'est un processus de développement personnel aussi. Ça me permet de mettre de la lumière sur mon propre chemin, sur mes propres histoires d'enfantement. Mhm. J'ai beaucoup de consoeurs qui sont doulas ou gardiennes des naissances ou qui sont femmes sages ou sages-femmes, mais pas beaucoup de femmes sages parce qu'elles sont très peu nombreuses. Mhm. Mais ouais, c'est comme moi, ça m'a permis de mieux comprendre mon propre processus puis la communauté dans laquelle je suis, puis Mhm. toute la structure légale et bureaucratique aussi qui Mhm. finalement vient politiser le corps de la femme et le choix des familles. Ok. Ok. Donc voilà. Ok, mais c'est vrai que tu fais bien de rappeler, c'est important de le redire, tout ce qui est responsabilité propre des familles. Et c'est vrai que celles qui vont se situer hors système, bah, il y a toute une éducation presque à, à revoir de qu'est-ce qui m'appartient, de ce qui m'appartient pas, et quelle responsabilité je vais garder jusqu'à la fin, quoi. Parce que c'est vrai que c'est c'est compliqué quand on agit depuis cet espace-là, bah, les limites, elles sont pas définies, et c'est vrai qu'il y a des familles qui veulent aller justement vers dans quelque chose de cadré pour éviter de se retrouver, dans un flou, quoi. Mais c'est Exactement. ouais, tout ce qui est enfantement libre et tout, c'est vrai que ça va chercher beaucoup cette, notion de responsabilité et plein Ouais. pouvoir également. OK. Il y a des gens qui souhaitent donner naissance pas en structure, mais qui souhaitent aussi avoir une présence. Mmh. Puis parfois, c'est un souhait inavoué, en fait, d'avoir une sage-femme. Mmh. Parfois, c'est très clair la posture que la doula ou la gardienne des naissances va avoir, mais à ce moment-là, il faut aussi que les familles s'avouent ce qu'ils veulent vraiment profondément. Ouais. Donc, Et si dans mon espace d'enfantement, moi, ce que j'ai envie, c'est que quelqu'un, comme moi je dirais en bon québécois, cale les shots, donc mmh. me dise quoi faire, comment faire, quand le faire, et me dise s'il y a une situation qui commence à être dangereuse, eh Mmh. bien, à ce moment-là, c'est pas une doula que je dois appeler dans mon espace de naissance. Oui, Il oui. faut que je trouve quelqu'un qui a les compétences et l'expérience et l'envie de Mmh. monitorer cette naissance-là. Mmh. Après ça, quand on est dans le système, les protocoles, ils sont censés être très clairs. Donc, on peut les Mmh. demander aux équipes, aux soignants, quels sont les protocoles, quels Mmh. sont mes droits. Mais quand on vient naviguer hors système, est-ce qu'on décide de travailler euh, avec une femme qui a une approche ou une présence qui nous plaît et avec qui on se sent en confiance? Pourquoi est-ce qu'on se sent en confiance avec cette personne-là? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en confiance avec elle? Mmh. Est-ce que c'est finalement qu'elle a été formée dans telle et telle école, Mmh. selon tel type de pensée? Puis on arrive dans la grossesse à des périodes qui sont quand même vulnérables. Puis si on est intimidé par la structure, ben à ce moment-là, ça laisse peu de choix quand on sort de la structure. Comme vous le Mmh. savez, en France, les Ouais, ressources sont très limitées. oui. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire le grand saut à donner naissance seul devant son foyer. C'est tout Mmh. à fait correct, je comprends ça absolument. Je crois pas que les femmes, elles ont et elles doivent donner naissance seules. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion dans la communauté périnatale à comment est-ce qu'on aborde l'entre-deux.
parce Mmh. que je crois qu'il va y en avoir de plus en plus. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est bien qu'il y ait du choix et c'est vrai, comme tu le dis, il y a pas le choix ce choix forcément partout, quoi, malheureusement. Et justement, bah, c'est ce que ton tableau, éclaire, il éclaire là-dessus. C'est vraiment, j'aime bien parce que tu peux vraiment décider de te po où est-ce que tu veux te positionner, quoi, où est-ce que tu positionnes ton curseur. Mais c'est important, c'est ce que tu dis, de savoir se poser les bonnes questions, hein. Et Mmh. parfois, ben, on les connaît pas toutes les questions, donc on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à se poser toutes les questions. Et déjà le tableau, c'est un premier pas vers, en mode enfin, en autonomie, de se poser ces questions. Et puis Ouais. si on veut pousser plus loin, on peut faire appel à, par exemple, à ce que tu proposes dans tes services, ou tout ce qui nous parle, quoi, d'une manière ou Oui, ou d'une à autre. juste poser des questions aussi avec les gens qu'on va rencontrer sur notre chemin. Si on fait le choix Mmh. d'inviter quelqu'un dans son espace de naissance, ben, je pense qu'on se doit de bien s'asseoir avec cette personne-là et de lui demander d'où est-ce qu'elle vient dans son système de Mmh. croyance, dans son paradigme, puis dans ses connaissances. Si cette personne-là nous propose de monitorer la naissance, par exemple en faisant une écoute du cœur, ben, j'invite les familles à se demander pourquoi est-ce que je veux une écoute du cœur? Qu'est-ce que cette personne-là va faire avec la lecture de cette écoute de cœur-là? Et où a-t-elle eu ces connaissances-là? Oui, Heu, oui. à quel moment est-ce que pour cette personne-là, ça devient une écoute du cœur qui est défaillante, par exemple? Mmh. Ouais. Et Quel est son qu'est-ce qu'elle va faire avec cette lecture-là? Est-ce que cette lecture-là, elle est juste? Donc là, on tombe dans autre chose et à ce moment-là, on parle pas d'un accouchement non assisté médicalement. Tu sais, on parle pas d'un enfantement libre parce que, de ma compréhension, il y a un monitorage externe à la mère qui est présent pour venir faire le monitoring, même s'il n'est pas invasif, même s'il n'est pas profondément médical, même s'il n'y a pas cette posture comme décisionnelle autoritaire, tu sais, même si la femme elle a le choix de faire ce qu'elle veut. Par exemple, si la personne qui est là pour monitorer dit il y a une écoute du cœur faible, moi je conseillerais de se rendre en centre hospitalier, par exemple, ben, que les parents, même si ont la liberté de dire ben en fait nous on va pas y aller, on souhaite aller de l'avant dans l'enfantement. Donc c'est sûr que si on est hors structure, ça laisse cette liberté de choix. Oui, oui. Cependant, je pense que pour les parents qui sont en manque de ressources, qui sont peut-être traumatisés de la structure, quand ils Mmh. ont un coup de cœur pour quelqu'un, ils vont pas nécessairement poser beaucoup de questions. Mmh. C'est vrai. Donc, c'est là que ça peut devenir problématique parce que quand tout va bien, mais quand finalement, si quelque chose cloche, puis qu'on a invité quelqu'un dans notre espace, mais là, ça peut devenir difficile. Donc, pour les parents, de se poser la question, pourquoi est-ce que je veux que cette personne-là soit là? Tu sais, moi, je peux être dans un espace d'enfantement pendant 10 heures et ne pas savoir que quelque chose cloche. Mais si les parents, ils me voient, Léa Couture, être confiante, être à l'aise, continuer à faire de la tisane, continuer à masser le bas du dos, par exemple, continuer à nourrir le feu, est-ce que eux, dans leur perception, ils se disent, ben, Léa, elle est confiante, donc tout va bien. Mmh. Donc ça, juste ma présence peut avoir une influence. Ouais. Et si, à l'inverse, moi, je suis dans un espace d'enfantement et que mon intuition me dit, il y a quelque chose qui cloche. Mmh. Qu'est-ce que je fais, moi, avec cet appel-là, cette intuition-là, tu sais? Et c'est là que ça devient très complexe. Et c'est là que ça devient vraiment complexe et difficile à naviguer. Et je pense que plus que les parents se sont assis avec leur accompagnante périnatale, plus qu'ils savent d'où cette accompagnante-là vient, plus que ça va arriver à des situations agréables et authentiques, Oui. disons. C'est vrai que il y a c'est vrai que c'est difficile des fois de casser un peu ce qui nous empêche de poser des questions, parce que des fois on veut faire confiance et on n'ose pas poser certaines questions ou autres. Et c'est vrai que c'est hyper important, même si on a vraiment l'impression que la personne est super et le feeling passe trop bien et c'est elle qu'il nous faut. Mais c'est vrai, poser les questions et après, en fonction des réponses, s'ajuster et peut-être prévoir d'autres outils, d'autres personnes, je sais pas, ou changer complètement Ou de l'accompagnement. clarifier, ou de Oui. se dire, OK, ben, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette femme qui est une Mmh. doula, par exemple, qui accepte de venir dans mon espace. Mais là, moi, en tant que parent, je dois reconnaître que elle, ben, normalement, si elle s'appelle doula, tu sais, son rôle, c'est pas de faire un C'est monitoring. ça, ouais.
Ouais. Donc là, moi, je dois accepter et me lancer vraiment profondément dans ce projet puis cette réflexion de OK, il y a personne qui va, entre guillemets, «caler les shots» en bon québécois. Donc, est-ce que c'est réellement pour moi ce projet-là? Oui, c'est Tu sais? ça. Ouais. Et puis Oui. là, ben, il y a des entre-deux. À ce moment-là, est-ce que je trouve quelqu'un qui a les compétences? OK, est-ce que les compétences qu'elle a, elles correspondent à mon besoin, aux besoins de mon conjoint? Parce qu'il y a aussi il y a aussi papa dans toute cette histoire, tu sais, ou l'autre parent. Donc c'est là que ça devient, plus complexe. J'ai envie de plonger, ça te va? C'était Fait que la suite. fait que dans le tableau, c'est littéralement 2 sections. Donc il y a une section qui est hors système, où il y a Mmh. pas de régulation, puis il y a une section qui est dans le système. Fait qu'on parle vraiment de 2 colonnes différentes dans lesquelles il y a des sous-colonnes. Donc je peux déjà vous présenter. Donc j'aborde les types de travailleuses en périnatalité, en anglais qu'on appelle des birth workers. Donc birth workers, ça pourrait, parler de tous les types d'accompagnantes périnatales. Donc dans et hors système. Ensuite, je vais inviter les gens à venir prendre conscience des différentes formations et du rôle de ces accompagnantes périnatales-là. Fait que si je m'en vais sur la section où on parle des formations, ben, par exemple, les doulas, c'est très clair à l'international pour toutes les écoles de doula, pour celles qui ont des formations, parce que c'est pas tout le monde qui en a, C'est vrai. que c'est initialement une formation pour accompagner les professionnels de la santé. Donc là, dans les sous-catégories des différentes accompagnantes périnatales, on a une colonne qui est doula. Ensuite, on a une colonne qui est gardienne des naissances. Et là, c'est là qu'on connaît le terme en anglais qui serait birth keeper. Et là-dedans, il y a différents sous-titres que j'ai pu observer ou qui m'ont été partagés que j'énumère. Ensuite, on est encore dans la section hors système, il y a la femme sage. Parce que, ben, mondialement, ou en tout cas dans la majorité des pays, le terme sage-femme est un terme réservé, est un titre réservé qui est protégé par les ordres professionnels, les codes de profession, et qui est donc légiféré. Donc en anglais, ce serait midwife. Sage-femme et midwife sont protégés comme titre. Ce qui fait que, pour moi, quand on tombe dans une présence qui est là pour monitorer la situation et partager l'information aux parents, potentiellement intervenir et donc apporter un diagnostic, c'est là qu'on tombe dans ce que j'appelle la femme sage. Et je suis tout à fait consciente qu'il y a certaines, elles sont rares, mais doulas qui font des gestes de monitoring et qu'elles utilisent d'autres termes que femme sage et sage-femme parce que c'est trop risqué de le faire. Oui, oui. Donc, je suis pas dans la posture de venir dire ceci est correct ou ceci est pas correct. Après, j'ai des préférences personnelles parce que je trouve qu'il y a des trucs qui apportent plus de confusion. Mmh. Mais en général, ça, c'est les différents termes qu'on va trouver, des 3 colonnes du hors système. Ensuite, dans le système, c'est très clair. Il y a les sages-femmes, les médecins et les doulas se retrouvent aussi dans le système parce que il y a des doulas qui travaillent seulement dans le système. Donc, avec des sages-femmes professionnelles, puis professionnelles dans le terme de plus reconnues, pas que les autres ne sont pas professionnels dans l'éthique de travail. Euh, donc, quand on est dans le système, c'est assez évident de trouver le champ de pratique. Après, il est limité par les assurances, par les ordres, par les associations et tout, mais c'est très clair. Quand on est dans le hors système, c'est là que ça devient intéressant et important pour les familles de venir poser plus de questions. Donc, pour vous donner une petite idée, vas-y. Je précise juste, par exemple pour les doulas, tu disais donc il y en a qui sont pas formés, c'est vrai que ça c'est important comme tu Oui, disais de poser des questions. Il y en a juste c'est pas protégé, en tout cas en France, je connais pas assez bien ailleurs, donc c'est vraiment important de savoir, quelle formation a la personne et je précise aussi quand même, j'en profite, que les doulas dans le système ne sont pas acceptés partout, donc ça aussi tout à fait. c'est, important de voilà, de poser des questions et se renseigner et tout. OK Ouais, et juste donc j'ai volontairement pas regardé beaucoup dans le détail ton tableau pour pouvoir ouais. te poser des questions un peu comme quelqu'un qui découvrirait ton tableau. Donc est-ce que tu
peux expliquer peut-être tout ce qui est femme sage, matrone, partera, birth keeper, etc. Mais c'est là que j'arrive, Arrivé. c'est parfait. Super. On est au même endroit, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, dans les différents termes, après ça, on tombe aussi dans le marketing, tu sais, c'est du branding. Hmm. Donc, sous la doula, on va trouver la doula, l'accompagnante à la naissance, la birth assistant ou la birth advocate. Donc, je mets les termes en anglais aussi parce que je pense que c'est important de le faire parce qu'on navigue la sphère anglophone puis la sphère francophone en général quand on est francophone. Pour les anglos, après, ils viennent pas jouer de notre côté nécessairement, mais nous, on passe d'un côté à l'autre. Donc, après ça, pour un parent, par exemple, qui est en France et qui se dit, OK, là, j'ai des doulas sur les réseaux sociaux, dans ma communauté, j'ai des doulas, mais j'ai des birth workers, mais il y a aussi des gardiennes de naissance, mais après ça, il y a aussi des femmes médecines. Après ça, tu sais, il y en a comme tout plein de sortes, mais qui fait quoi? Puis là, moi, je viens pas dire qui fait quoi, je viens vous dire, voici ce qui m'a été partagé ou ce que j'ai observé dans le monde des possibles. OK? Donc, par exemple, on parle de surveillance, gestes et interventions qui sont possibles. Sous la colonne de doula, il n'y en a pas parce que son rôle n'est pas de faire le monitorage. Ensuite, si on arrive sous la colonne de gardienne des naissances, qui serait en anglais birth keeper, elles sont soit des doulas qui ont fait un processus d'introspection, d'aller dans des naissances où il n'y a pas de monitorage externe à la mère. Donc, il n'y a pas de femme sage ou de sage-femme ou de médecin. Mhm. OK? Donc, ici, cette colonne-là, je la sépare un peu en deux parce qu'il y a des gardiennes de naissance qui vont faire des gestes de monitorage, qu'on pourrait aussi appeler des gestes médicaux. Mais j'ai décidé de ne pas aller dans la définition de ce qui était un geste médical, puis de juste rester dans voici un geste de monitorage externe. Je dis pas c'est bon ou c'est pas bon. J'ai juste, là, on n'est plus dans l'accouchement non assisté, il est assisté. Sous quelle forme? Là, on tombe dans une multitude de formes. Donc, dessous les gardiennes des naissances, eh bien, il y a des accompagnantes traditionnelles. Donc, ça, c'est des fois, ils vont s'appeler comme ça. Des accompagnantes, ils appellent ça des birth companions ou des birth attendants, des birth keepers ou des birth witness. Donc, des témoins de la naissance. Après ça, ben, quand on tombe dans le plus marketing, il y a des radical, quantum, sovereign, donc souveraine, traditionnelle, authentique. Mais ça, on les retrouve sous toutes les colonnes aussi. Mais déjà, ça aide les parents à se dire, OK, j'ai une doula, puis là, la doula me dit qu'elle fait une écoute du cœur. Mais en fait, une doula, c'est pas censé faire une écoute du cœur. Si je me base sur toutes les formations de doula, donc à ce moment-là, c'est que c'est plus une doula. La doula, elle est là pour l'aspect émotionnel, spirituel et logistique, donc pour l'ambiance. Après ça, si elle est dans le système hospitalier, elle est là pour rappeler les droits aux parents. Elle devient un peu comme la défendresse, l'avocate un peu de la situation. Il y en a plein qui vont me lancer des roches pour avoir dit ça, mais ça reste quand même la situation de plusieurs doulas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, doula, gardienne des naissances, deuxième colonne, et ensuite, on tombe dans la troisième colonne. Puis si vous allez observer le tableau en ligne, vous allez voir que j'ai mis vraiment une gradation de couleurs pour montrer que, ben, tu sais, c'est vraiment un spectre. Puis c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y en a qui pourraient être dans la colonne gardienne des naissances, puis elles vont faire un type de monitorage et c'est tout. T'sais. Elles vont pas nécessairement faire tout ce qui est tout ce qui est dans la case du dessous où je parle des surveillances, gestes et interventions possibles. Ensuite, on tombe dans la femme sage. Donc, en général, pour la femme sage, c'est évident qu'elle est présente pour du monitoring. C'est pas tout à fait clair pour les gardiennes de naissance, puis c'est pas toutes les gardiennes de naissance qui vont faire le monitoring. Ok. Je tiens à le préciser. Donc là, on va parler de femme sage, matrone. Puis là, c'est encore une fois, c'est une utilisation de termes qui est personnelle. Je ne pourrais pas te dire pourquoi une telle dit matrone, une telle dit partera. Ok. Après, il y a l'enjeu du fait de ne pas pouvoir utiliser le mot midwife ou sage-femme ou l'appartenance culturelle. Fait que ça, c'est les différentes choses que j'ai observées. Là aussi, il y en a qui se retrouvent sur cette colonne-là qui s'appellent aussi des birth keepers ou des birth witness. Et c'est très subtil, donc vraiment. Enfin, je veux C'est dire, ça.
pas tendancieux, je sais pas quel est le terme exact, mais oui, c'est d'où l'intérêt de poser des questions pour savoir dans quelle C'est catégorie on ça. se Fait que, tu situe. sais, Ouais. on va pas toutes trouver les réponses en regardant le tableau. Par contre, on va faire l'introspection de dire, OK, qui est-ce que j'ai devant moi? Hmm. Est-ce que j'ai quelqu'un devant moi que j'invite dans mon espace de naissance et qui vient du paradigme que le monde médical est diabolique et que jamais, à aucun moment, elle va m'inviter à aller à l'hôpital, mais que Hmm. peut-être que moi, comme parent, j'ai ce souhait-là qu'elle me dise s'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, ouais. Mais qu'en fait, j'ai pas approfondi, puis j'ai juste eu un coup de cœur, puis je manquais de ressources, mais j'ai pas approfondi qu'est-ce que ces femmes-là pourraient vraiment m'apporter. Ou j'ai pris pour acquis que vu sur son site internet, ça fait 8 ans qu'elle pratique, par exemple, puis qu'elle a un très bon marketing. Et puis, ben moi, je me sens en confiance que j'ai une sage-femme devant moi. Et puis, ben, vu qu'elle a fait la palpation du positionnement de bébé, que, tu sais, que toute l'expérience qu'elle a, j'ai entendu son expérience et tout, ben, en fait, je prends juste pour acquis qu'elle est à l'aise dans toutes les situations. Oui. Mais chaque humain a ses limites de connaissances et de ce qu'elle souhaite vivre ou pas, tu sais. Mhm. Je précise aussi que tu peux aussi voir, par exemple, chez quelqu'un d'autre qui s'appelle Birthkeeper, qu'elle pratique certaines choses et tu vas supposer qu'une autre Birthkeeper fait la même chose. Donc ça aussi, ça peut être assez... tu vas aller avec une idée Oui, préconçue qu'elle fait ça, ça, ça. Donc c'est sympa que tu l'aies précisé, que tout ça, c'est des dénominations. Mais voilà, que le titre, on va dire vraiment, c'est gardienne des naissances, doula ou femme sage. Et tout le reste, c'est que en fonction de comment la personne aime s'appeler, elle donnera un nom différent. oui, ce qui est possible aussi Oui. socialement, tu sais, puis vu l'introspection qu'elle a faite, c'est Mhm. un chemin d'acceptation personnelle aussi de dire comme, OK, là, je me rends compte, par exemple, je suis gardienne de naissance, puis je me rends compte que je sors de ce rôle-là et que je tombe peut-être plus. Ou il y en a qui vont aller faire les formations pour approfondir, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de faire face à une situation qui pourrait être difficile et qu'elles voudraient apporter de l'aide à la famille. Il y a aussi différentes croyances que, ben, si tu vas dans un espace de naissance, tu devrais connaître les manœuvres pour pouvoir intervenir. Fait Oui. qu'il y a plein d'écoles de pensée différentes. Donc, puis ça va continuer à évoluer avec des tendances, avec des Ouais. mouvements sociaux, avec la surmédicalisation des naissances, avec l'incompréhension euh, des gens du système, aussi de s'imaginer ce qui se passe dans ces fameuses naissances hors système, tu sais. Ouais. Puis peu importe, si toi tu t'appelles doula, si finalement pendant la naissance, tu deviens sage-femme, ben peu importe le titre que tu as mis sur ton site web, ce qui compte, puis pas parce que ça compte, mais ça va être quoi ta posture pendant Mhm. cette naissance-là, tu sais? Finalement, c'est la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, tu sais? Puis Mhm. ça peut évoluer d'une naissance à l'autre. Oui. Oui, ça peut t'inviter à évoluer. Après, à toi de voir si tu mets un pied d'une case à une autre, quoi. Exactement. Mais ça nécessite une grande introspection. Oui, Ça oui. nécessite de la réflexion, ça nécessite d'être en mesure d'en parler avec ses consoeurs. Mais là, si on est tous en clivage, chacun de notre côté, puis on s'avoue pas les choses, puis que quand il y a une situation problématique, on fait juste appeler l'ordre puis la police, ben en fait, on reste tous dans nos clivages Mais carrément. et c'est les familles qui ont encore moins de ressources. Mais oui, c'est vrai que ça retombe souvent, tout le temps. Enfin, c'est les familles qui se retrouvent, ouais, avec, comme tu dis, resserrées au fur et à mesure et avec moins de Ouais. possibilités, quoi. OK. Ou c'est les familles qui le font de façon autonome, qui se retrouvent coincées à la mairie, ou c'est les Mmh. sages-femmes qui sont encore plus surveillées, ou c'est Ouais. les assurances qui finalement ne couvrent plus les naissances. Tu Mmh. sais, c'est multicouche, là. Mais finalement, ça n'aide Mmh. personne. Ce manque de transparence-là n'aide personne. Ouais, c'est vrai. Mais ensuite, si on va dans les deux autres colonnes, ben là, on trouve les sages-femmes. Et il y a aussi, tu avais une question avant qu'on enregistre par rapport, tu sais, on m'a dit, mais oui, mais Léa, il y a des accoucheuses traditionnelles. Donc, dans l'Ordre mondial de la santé autorise certaines personnes à travailler dans leur communauté seulement. Ces personnes-là sont reconnues comme des accoucheuses traditionnelles. Par exemple, il y a certaines communautés autochtones au Canada où les femmes de la communauté peuvent travailler, mais elles sont quand même chapeautées par les équipes
médicale, à moins que je ne me trompe. C'est une fine portion de la communauté mondiale qui a le droit de pratiquer comme ça. Et si ces femmes-là sortaient de la communauté puis déménageaient, par exemple, dans ma région, elles ne pourraient pas nécessairement pratiquer. Elles ont un droit de pratique dans leur communauté. Fait qu'on va parler de certains territoires autochtones, puis on va parler de peuples, de pays en voie de développement. Donc, tu sais, puis je prétends pas connaître tout ce dossier-là, mais on m'a mentionné, mais il y a aussi ça qui est toléré, tu sais. Mais ça veut pas dire que moi, Léa Couture, je pourrais dire, ben moi, je suis une accoucheuse traditionnelle, reconnue par l'OSM. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, même si elles ont ces droits-là de pratiquer, elles ont une autorisation de pratiquer. Ouais, c'est vraiment des cas particuliers. Ouais. Donc, au final, tu sais, ce que j'invite les gens à faire, c'est à venir s'asseoir avec cette personne-là, puis à dire, mais toi, c'est quoi ton champ de pratique? Puis dans quoi est-ce que tu es confortable aussi, tu sais? Est-ce que tu es à l'aise avec un siège? Pourquoi tu es à l'aise avec un bébé en siège? Est-ce que c'est parce que tu as regardé quelques vidéos sur YouTube? Parce qu'il y a aussi une nuance entre avoir appris quelque chose et avoir eu l'occasion de le mettre en application et avoir le réseau pour pouvoir faire un retour sur les naissances. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver en structure. Donc, c'est le peer review, c'est le monitorage, tu sais, par les pairs, là. Monitorage, mais en fait, je pense pas que c'est le bon terme que j'utilise, mais je pense que ça permet quand même d'illustrer mon idée. C'est quelque chose qui n'a pas nécessairement hors système. Je sais que, par exemple, ici au Québec, avant que la pratique sage-femme soit légalisée et qu'elle rentre dans la structure, ben, les sages-femmes, elles se rassemblaient, les sages-femmes pionnières qu'on appelle ici, elles se rassemblaient mensuellement. Elles partageaient des choses, il y avait des enseignements, elles avaient des diades. Mais moi, c'est pas quelque chose dont j'ai été témoin. À moins que c'est quelque chose qui s'organise au Québec puis que je le sache pas. Mais tout le monde est pas mal dans son coin, puis en général, celles qui vont faire des gestes, elles vont pas le dire haut et fort, tu sais. Puis après ça, il faut aussi se dire en tant que communauté, puis là, je parle à mes consoeurs, mais qu'est-ce qu'on fait avec elles, tu sais? Est-ce qu'on leur offre l'espace de discuter? Est-ce qu'on leur offre l'espace d'introspection ou est-ce qu'on leur lance des roches parce que, ben, elles font pas ce qu'elles sont censées faire ou, en tout cas, petite parenthèse politique. Mais, tu sais, finalement, si on veut servir les familles, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ouais, c'est vrai. D'échanger les expériences, les partages, tout ça, c'est hyper important. Et comme tu dis, différent en fonction des cases, là, je vais parler en fonction des cases de Ouais. doula, gardienne des naissances, femme sage et tout. Déjà, entre elles, c'est bien qu'il y ait des échanges et si possible, en plus, en transverse. Si on dit ça, ouais. Ça serait encore mieux, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Pour ma part, je sais que en France, c'est beaucoup plus fermé, encore plus, comme tu le sais. Et on se retrouve beaucoup avec les doulas, mais on a les leviers d'action sont très faibles, donc c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait avec ta cliente qui a couché en siège, clairement, parce que le côté médical ne nous appartient pas. Après, on peut quand même en parler, mais on n'a pas des techniques à s'échanger médicales, quoi. Non, c'est ça. Puis ça dépend aussi de la posture. Si la posture, c'est d'assister et de venir évaluer puis d'offrir des conseils sur une situation qui est reconnue comme étant médicale, ben à ce moment-là, je pense qu'il va de soi d'aller chercher les connaissances, puis d'aller chercher la communauté pour pouvoir parler de ces connaissances-là. Parce que le siège a plusieurs variations, par exemple. Donc, est-ce que la femme qui dit qu'elle est à l'aise avec le siège, de l'assister, donc vraiment de l'accompagner dans la posture de femme sage, d'où vient cette aisance aussi, tu sais? Donc, c'est aussi ça, mais ça nécessite de l'introspection. Oui, et de l'honnêteté. Ouais. Ok, du coup, je voudrais juste avoir plus de précision. Par exemple, pour quelqu'un qui verrait ce tableau sur la partie surveillance, gestes et interventions possibles. Donc, tu as marqué à côté, donc toujours valider ça, c'est toujours poser les questions
aux professionnels qu'on va avoir en face de nous. Je dis pas professionnel de santé, mais juste professionnel dans son domaine. Et donc parmi ça, il y a pour les femmes qui désirent vraiment accoucher de manière non assistée, donc qui vont pas faire appel à des femmes sages ou à des gardiennes de naissance, il y a des pratiques qu'elles peuvent faire bien évidemment toutes seules. Donc tu peux je sais que tu es pas en train de recommander quoi que ce soit, ni de dire que ça c'est bien ou c'est pas bien, mais tu peux nous dire par exemple ce que les femmes font généralement, on va dire, même si chacune voilà fait à sa Mais, manière. Mais... tu sais, je vois. Je sais qu'il y a des familles qui font beaucoup de monitoring pendant la naissance. Donc, écoute du cœur, touchés vaginaux, prise de pression peut-être. Et ensuite, tu sais, calcul des contractions, etc. Puis il y en a d'autres qui vont pas du tout faire de monitoring. Donc, ça varie vraiment d'une famille à l'autre, d'un besoin d'une famille à l'autre. Après ça, c'est là que ça devient intéressant aussi de réfléchir à ben, qu'est-ce que non assisté veut dire. Est-ce que c'est non assisté médicalement? Est-ce que c'est non assisté? Est-ce que c'est auto-assisté ou c'est assisté par papa finalement? Donc après ça, il y a, tu sais, c'est encore une fois, c'est un grand spectre. Oui, oui. Mais ça reste des termes qui sont utilisés couramment, tu sais, Mm. dans le slang, disons, de la communauté de l'accouchement non assisté. Donc, Mm. Bah, je dirais, c'est bien d'avoir conscience de cette séparation quelque part, d'accoucher vraiment toute seule, d'accoucher accompagnée, d'accoucher assistée, non assistée, etc. Mais après, c'est bien aussi de pouvoir naviguer entre tout ça. Et c'est vrai que dans tous les cas, à partir du moment où tu te fais assister, t'es plus dans une certaine case, mais peut-être moins. Enfin, on explique tout ça, mais c'est pas aussi non plus pour être figé dans un endroit ou un autre. C'est juste pour savoir ce qu'on veut et qui on veut aussi. oui, Et voilà. Et du coup, j'imagine que, par exemple, se faire un auto-monitoring, etc., ça s'apprend, quoi. C'est pas quelque chose qui... Enfin, je veux dire, il y a peut-être des formations, des choses comme ça. C'est pas que je suis en train d'inciter, mais je me pose moi-même les questions parce que ça relève de médecine traditionnelle quand même. Et voilà, pour les personnes qui voudraient vraiment s'orienter là-dedans, peut-être qu'elles peuvent trouver des formations, des choses pour je pouvoir... sais pas s'il y a des formations, tu sais, je sais qu'en général, ben, il y a des femmes qui ont jamais mis leurs doigts dans leur vagin. Puis il y a des Mhm. femmes qui, mensuellement, vont palper leur col et ont vraiment une conscience de l'évolution de leur col. Fait qu'il y en a après ça, tu sais, il y en a de toutes les couleurs. Oui. Euh, je pense que ça revient à une conscience de son corps, puis un besoin. Tu sais, pourquoi est-ce qu'une femme a besoin de connaître la progression du travail? Mhm. Ben, c'est personnel à elle, tu sais, ça fait partie de son chemin. Tu sais, c'est... Mais je saurais pas comment guider les parents. Je pense que peut-être que c'est quelque chose qui s'enseigne. Mais tu sais, je sais que c'est quelque chose qui s'enseigne en général entre femmes par justement cette sagesse, de prendre soin d'hygiène de vie, là, de prendre soin de soi et de prendre soin des sœurs. Mais dans le contexte précis de la naissance, moi, j'ai pas eu vent de formation quelconque. Peut-être qu'il y a des sages-femmes qui l'enseigneraient, tu sais, ça se peut, puis Ouais. je suis pas au Peut-être des courant. Mais lectures, des choses comme ça, oui, je c'est sais ça. pas. Ouais, ouais, voilà. Tu sais, il y a des trucs qui sont communés, tu sais, plus acquises, Mmh. mais je pense que c'est des partages de connaissances. Tu sais, sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, Voilà, tu ouais, sais. ouais. Comment avez-vous fait pour monitorer tel et tel truc? Là, il y en a qui vont dire, ben non, rien monitorer, ou il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai mis mes doigts, j'ai appris ça, ça, Mmh. ça, 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 ou j'ai Mmh. demandé à mon conjoint de le faire. Fait que là, il y en a vraiment de toutes les couleurs. Ouais. En fait, c'est pas forcément une formation, bien que peut-être ça existe, c'est plus s'informer. Et Oui, c'est plutôt ça, quoi, pour réussir à le faire tout seul ou pas. oui, puis Et de savoir mmh pourquoi on le fait. Moi, j'invite les parents là, à se demander pourquoi je le fais. Qu'est-ce que ça va m'apporter comme information et est-ce que l'information que je vais avoir, elle est juste? mh. Est-ce que c'est un réconfort émotionnel ou est-ce que c'est réellement une évaluation de la situation? Et Mmh. pourquoi est-ce que j'ai besoin de le faire? C'est Sans vrai. jugement de ma part, là. Vraiment comme pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on va faire avec l'information après? Mmh. Mmh. Non, personnellement, très personnellement, je trouve que c'est bien quand même d'être informé, de savoir le faire au cas où. Parce que, par exemple, des fois, tu as envie, tu sens quelque chose, mais peut-être que tu as pas confiance forcément et peut-être qu'aller palper, bah, ça te permet de
valider et te faire plus confiance, quoi. Et peut-être Donc, qu'une de fois ou deux, t'auto-palper, tu veux dire, oui, de en tant que t'auto-palper. maman, là, dans ton espace de Oui, naissance. oui, 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 OK. oui, c'est ça. Et de t'auto-palper pour vérifier. Et donc, c'est vrai que tu peux totalement décider de faire confiance à ton corps, et cetera, y aller à Mais fond. est-ce que de s'auto-palper, c'est de pas faire confiance à son Non, corps? justement, Mais non, mais c'est pas de selon ma perception. non, c'est pas ce que je dis non plus. C'est juste, c'est-à-dire, je partais du prisme le plus, d'un côté du prisme, mais tu peux aussi choisir de faire confiance. Et ça veut pas dire que tu fais pas confiance, c'est juste que tu vas vérifier si Mmh. ce que ton ressenti était juste ou pas, parce que des fois, on a besoin aussi de vérifier, voilà. Et ça nous permet de nous renforcer notre confiance en nous, et cetera. Donc c'est intéressant Ou de l'inverse, ça a oui, aussi oui, le bien sûr. risque de nous décourager. Mais là, qu'est-ce que je Ouais, vais faire, moi, avec ce découragement-là? ouais. Comment est-ce que je me suis préparée à ce découragement-là? Mmh. Est-ce que mon conjoint, il est prêt à me voir avec ce potentiel découragement-là, tu sais? Est-ce que finalement, ça va me donner envie de le faire pour les 15 tu sais, aux 15 minutes? Est-ce Mmh. que finalement, je vais devenir stressée avec la situation? Ouais, ça relève, de travail personnel, de toute façon, de comment je gère, ma confiance, comment je gère, Oui. mes peurs, comment je gère. Et c'est bien que tu le dises, ouais, c'est bien de connaître, chaque acte a une conséquence qui plusieurs peut avoir différentes non, a une conséquence. Et toi, comment tu accueilles cette conséquence. Et Mmh. ça ça, bah, oui, ça, c'est comme partout, quoi. OK. Ouais. Et du coup, bah, j'aimerais bien, parce que dans le premier épisode, on n'avait pas vraiment eu le temps d'aller plus en détail sur ton propre accouchement, parce que tu as accouché, donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, tu as accouché toute seule chez toi, mais vraiment toute seule, jusqu'à presque la fin, il me semble, si je me rappelle bien. Et est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce que tu as, comment je me rappelle aussi, que tu avais pas eu, de suivi de grossesse ni quoi que ce soit. Tu voulais vraiment le faire, heu, voilà, le plus naturellement possible et tout. Est-ce que tu as eu des pratiques, personnelles, ou c'est-à-dire palpation, ou comment on appelle ça? Auto-assistée, ou pas du tout? Donc, j'ai 2 enfantements. Mon Mmh. premier garçon, j'ai eu un suivi de grossesse pendant la grossesse, en maison de naissance avec une sage-femme québécoise et la sage-femme québécoise n'a plus l'opportunité de venir à mon domicile pour la naissance par différentes régulations. Donc, moi, je fais le processus, hem, de me préparer à rester seule avec mon conjoint et à ce moment-là, avec une amie doula, OK. qui initialement était engagée pour venir m'accompagner avec cette naissance, avec la sage-femme. Mais de fil en aiguille, avec la COVID, j'ai fait le choix de faire un ANA par dépit, donc un accouchement non assisté. Et Mmh. je précise par dépit parce que dans la communauté, il y a quand même un regard par du fait que c'est par dépit. Cependant, pour moi, ça a ouvert un grand portail. Fait que de découverte de moi-même puis de mes souhaits profonds pour la prochaine grossesse. Donc, si on revient sur ta question par rapport au monitoring, moi, j'avais entendu beaucoup Stéphanie Saint-Amand parler. Mmh. C'est des épisodes de podcast qui sont malheureusement plus accessibles, en tout cas que j'ai pas retrouvés. Mais je l'avais entendu dire, ne laisse pas le pouvoir à quelqu'un d'autre de dire ce qui se passe dans ton corps. Puis Mmh. ça m'avait profondément marqué. Puis ça m'avait fait réfléchir en fait à pourquoi est-ce qu'on cherche à monitorer, tu sais. Puis Mmh. quels seront les impacts pour moi-même de justement recevoir Mmh. cette note-là, disons. Ouais. Parce que notre notion avec les chiffres dans la vie, quand on grandit, c'est de l'évaluation. À Mmh. l'école, les chiffres, c'est de l'évaluation. On se fait noter sur ce qu'on fait, sur Mmh. ce qu'on dit, sur comment on le dit. On paye, c'est du temps, c'est des limites. Tu sais, les chiffres Mmh. sont associés à quelque chose de très stressant dans notre Ouais, oui, réalité, là. c'est un jugement de valeur, et de bien ou de pas bien, De quoi, c'est très performance, ouais. tu sais, dans toutes les sphères. Mmh. Peut-être que les gens qui font de la numérologie pourraient nous dire autre chose, mais tu sais, reste que dans moi, ma psyché, là, les chiffres, c'est stressant, tu sais. Non, c'est vrai, Puis absolument. si j'en rajoute, ben, je suis encore plus dans le contrôle, Mmh. puis plus dans le stress, puis dans l'évaluation de la situation. Et Mmh. pour ma part, et pour d'autres femmes aussi que j'entends, c'est que ça m'éloigne de ma propre intuition.
Oui, bien Donc, sûr. par exemple, dans cette grossesse-là, qui était ma première, pourquoi est-ce que je me ferais peser? À quoi est-ce que ça m'amènerait de me faire peser? Tu sais, Mmh. pourquoi je le ferais? Ça fait des années que je me suis pas pesée, puis quand je me pesais, c'était une source de stress. Pourquoi est-ce que je m'infligerais ça dans une situation aussi sensible que la grossesse, où Mmh. clairement je vais prendre beaucoup de poids, tu sais? Ouais, ouais, Donc ouais. après ça, j'ai fait de mes devoirs de réflexion des avantages, désavantages, mais ça implique personnellement, une introspection puis une connexion à mon intuition Mmh. personnelle, tu sais, Mmh mh. puis sensorielle. Ouais. Donc oui, j'ai eu un suivi de grossesse, j'ai refusé, la majorité des tests et puis pendant cette naissance-là, c'était important pour moi de ne rien monitorer. Donc j'avais partagé avec mon amoureux puis mon ami qui était présent. Moi, je veux pas savoir quelle heure il est, je veux pas qu'on me dise l'heure qu'il est. Puis ma demande à mon conjoint, c'était que si quand la poche des os, elle rompt, qu'il fasse simplement le noter, puis que si je pose la question, qu'il me le dise. Donc si, par exemple, Mmh. tu sais, moi, à ce moment-là, je m'étais positionnée sur un certain nombre d'heures dans lesquelles j'étais moi-même à l'aise avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Mais sinon, je voulais rien savoir. Je voulais pas qu'on me dise: «Ah, ta contraction, c'est à tant de minutes, à telle Mmh. fré tu sais, à telle intensité, à telle fréquence, elle dure, plus de 30 secondes, elle dure» non, je voulais rien savoir Ouais, de ça. c'est merveilleux. Et à ce moment-là, j'avais un stéthoscope, puis moi, j'avais pas, c'est pas une pratique au quotidien que j'avais d'écouter le cœur de mon bébé, heu, donc pendant la naissance, puis c'est intéressant de le partager pour ceux qui prennent le chemin de l'ANA. Hem, tu sais, à un certain moment, j'ai douté parce que ça faisait longtemps que mon bébé avait bougé, puis j'ai tenté d'écouter avec le stéthoscope que j'avais à ma disposition, puis j'ai pas réussi à l'écouter, tu sais? Parce Mmh. que, ben, en fait, j'en ai pas les connaissances, puis c'est pas quelque chose que j'avais pratiqué. Et puis là, finalement, j'ai parlé à mon bébé à haute voix, puis j'ai dit: «Bébé, ça fait longtemps que je t'ai senti bouger. Mmh. Peux-tu, s'il te plaît, comme» là, je commençais à avoir peur, tu sais. Puis dans la fraction de seconde qui a suivi, je me souviens de mon grand qui a maintenant 5 ans, il m'a donné un de ses coups, puis c'était comme: «OK maman, tu sais, je suis là, comme Mmh. c'est bon Mmh. là, tu sais, on fait notre travail, comme ça avance». Donc quand il y a pas de monitorage externe, ça fait que pour ma part, je suis plus à l'intérieur. Parce Mmh. que sinon, c'est certain que je pars dans les chiffres, puis dans l'évaluation, puis dans le tu sais, comme: «OK, il est rendu Ouais, ouais. quelle heure?» Tu sais, là, déjà, j'avais des références. Je savais que l'intensité était arrivée un peu plus grande vers, par Mmh. exemple, 11 heures le matin. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, ben, le soleil se couche. On doit maintenant allumer des bougies. Donc ça veut dire que tu sais, ça Mmh. commence à faire long. Mmh. Donc mes référents étaient naturels, Mmh mh. Mmh. étaient dans la luminosité, dans mon ressenti. Ils étaient pas de mon horloge, ils étaient pas, de quelqu'un qui vient me dire qu'est-ce qui se passe, comment Mmh. ça se passe, où ça se Mmh. passe et comment est-ce que ça devrait se passer pour Mmh. qu'elle, par exemple, si c'était une sage-femme, qu'elle, elle continue à être à l'aise, tu sais? Mmh mh. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc ça, c'était pour mon premier enfantement. Fait que, ouais. à un certain point, après ça, auto-monitoring, on parlait de toucher vaginal. À un certain point, moi, j'ai senti que bébé était coincé. Mmh mh. Puis là, je me souviens, là, j'étais comme, je commençais à être fâchée, là, de sentir en fait, je sentais que c'était coincé. Mmh. Puis j'ai décidé de mettre mes doigts dans mon vagin, puis j'ai senti une bosse, puis j'ai demandé à mon conjoint de regarder aussi, puis c'était comme spongieux, tu sais. Mmh. Puis j'en ai déduit que c'était probablement ma vessie, tu sais. Mais à ce moment-là, c'était pas dans je vais mesurer la largeur de Mmh. l'ouverture de mon col ou l'effacement de mon col. J'avais même pas fait ce processus de réflexion, de me dire quelles sont, hem, les différentes couches d'évaluation, tu sais, de me Oui. dire comme: «Ah ben ça c'est tant ou ça c'est tant». J'étais même pas là. Si je l'avais fait pendant la naissance, j'aurais pu dire comme: «Ben oui, tu sais, là je vois que c'est ouvert», Mmh. mais j'ai pas fait ce monitoring-là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai fait, mais c'est une propre évaluation. Hem, puis tu sais, après ce moment-là, de me dire comme: «OK, il y a quelque chose qui coince», puis il est né dans les 20 minutes qui ont suivi, tu sais, ça là, j'étais comme: «Il y a quelque chose qui coince, il faut que je bouge». Tu sais, Mmh. il faut que je Qui m'active, mais l'accompagne, c'est ouais, venu de moi. C'est pas quelqu'un à l'extérieur qui m'a dit genre: «Hey bien Léa, sûr. ça coince». Ouais, ouais, ouais. Comme là, tu Mmh. sais, il y a quelque chose, ça avance pas, tu sais, il y a pas Mmh. un individu qui m'a dit: «Ça n'avance Mmh pas» mh. ou tu sais,
C'est Ouais, très différent. En fait, j'ai jamais été dans une naissance où il y avait une sage-femme, donc je peux pas prétendre ouais. savoir, mais j'en entends beaucoup de Mmh. récits de ben là, la sage-femme m'a dit tel truc. Donc, des fois, ça permet d'activer, mais Mmh. soit le processus, tu sais, ou ça permet de, de stagner un processus Mmh. d'enfantement physiologique Mmh. aussi, tu sais. Mmh. Donc, ça, c'était mon chemin personnel pour cette première C'est vrai, naissance. si je peux me permettre juste, Oui. mais comme tu dis, c'est tellement vrai tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, quoi. Que ce soit aux chiffres, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à n'importe quoi. Après, c'est tellement pas courant de pouvoir, se faire confiance parce qu'il y a tellement de culpabilité associée, de se dire, en fait, il faut oser aller se dire, «Je reprends cette responsabilité de s'il y a quelque chose qui va pas, c'est moi qui l'aurais choisi» et c'est vrai que pour avoir parlé à plusieurs personnes, des mamans et cetera, de ce domaine-là, bah, c'est tellement difficile. Enfin, il y a qu'une petite proportion de des femmes qui assument, qui ont fait l'introspection assez profonde pour s'autoriser à, faire ce que tu fais, tu vois? Et c'est compliqué parce que, je le vois pour moi, je reviens d'un parcours personnel très, très long où je faisais pas confiance à mon corps et donc j'aurais pas non plus été incapable en de me faire confiance et d'écouter et voilà, donc c'est tout un chemin, mais ça voilà, on peut pas juste improviser, y aller et se dire: «OK, je vais faire ça». Déjà, même si ton mental l'accepte, peut-être est-ce que ton corps est prêt aussi? Et tout ça, voilà, c'est un chemin et c'est important à préciser, je pense. Ouais, puis tu sais, je pense que je me souviens d'avoir déjà mentionné ça dans l'autre épisode d'avant, mais moi, c'est une sphère dans laquelle j'ai pris entièrement responsabilité. Mais je fais pas ça dans toutes les sphères de ma vie non plus. Oui, 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 Puis c'est ce qu'on a je bien vois sûr. pas ça comme quelque chose de mal d'aller demander de l'aide, d'aller demander conseil aussi à une sœur, tu sais. Il y a, je vois comment est-ce qu'il peut y avoir une dynamique très saine et magnifique aussi du fait d'être Mmh mh. accompagné par une sage-femme ou une femme Mmh. sage. Bien sûr. Tu sais, il y a comme une espèce, d'abandon aussi, de confiance, de OK, tu prends ma main en ce moment, ton rôle, c'est de monitorer la situation, tu as une expérience magnifique, je te fais confiance pour t'amener dans mon espace de naissance. Mais là, on est dans une limitation de champ de pratique pour la pratique sage-femme qui fait que, ben, il y a plus nécessairement ce lien de confiance-là pour toutes les familles, tu sais. Oui, oui, oui. Oh, Mais pour moi, c'est pas de diaboliser aussi le fait d'aller demander l'aide extérieure, tu sais. Je pense qu'on vit profondément dans ces dynamiques-là, relationnelles, puis sociétales, au quotidien, tu sais. mmh On mh. est on est drillé au quart de tour, là. C'est comme les payer les comptes, l'heure, les tu sais, on est comme ça dans la programmation numérique, tu sais. Ouais. Je le précisais, je sais que c'est pas ce que tu disais, mais je le précisais vraiment juste comme ça et je pense pas que tout le monde est fait pour accoucher de cette manière, ça c'est Mais clair parce que tu fais bien de le préciser, c'est une ouais. super bonne observation, merci. Puis pour les auditrices aussi, tu sais, qui viennent peut-être d'un autre horizon, Oui et c'est c'est pour dire important. aussi que ça je trouve que ça se prépare, c'est-à-dire si on a ce souhait et qu'on n'est pas, forcément, hyper à l'aise avec son corps et ses ressentis, bah, c'est bien de préparer avant d'être enceinte peut-être, parce que parfois, bah, pendant ça c'est peut-être un peu trop tard, enfin on n'a pas suffisamment de temps et tout. Quand je Tout vois à tout le fait. chemin que j'ai mis moi pour reconnecter à mon corps, c'est des années donc c'est pas quelque chose qui va se s'inventer Bravo de en l'avoir 6 fait. merci. Écoute, on m'a pas laissé le choix, on va dire, la vie, mais bon. Bah, je te laisse continuer sur ta deuxième naissance. Je t'ai coupée à ce moment-là, C'est si tu te correct. souviens où on était? Ben, je tiens à préciser aussi que, tu sais, après cette naissance-là, moi, j'ai vraiment apprécié je suis allée chercher tu sais, j'avais un suivi postnatal finalement avec les sages-femmes, puis j'ai très apprécié la rencontre 24 heures postnatale, tu sais, que j'ai eu l'occasion d'avoir. J'ai vraiment apprécié le soutien à l'allaitement. Fait que pour moi, cette naissance-là, c'était pas comme un refus total de la Mmh. pratique sage-femme, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique là-dedans. Puis, quand est venue la grossesse de mon deuxième, ben, pour moi, tu sais, le suivi n'était plus nécessaire. Puis je me disais: «Ben, si j'ai un besoin qui émerge,
il sera pas influencé de l'extérieur, de par un suivi de grossesse, de par des questions d'une professionnelle de la santé, mais bien de moi, mon ressenti. Fait que c'est une grossesse qui a pas été suivie, mais j'ai cependant fait deux tests qu'on pourrait qualifier de tests médicaux. Donc, vers la fin du premier trimestre, je suis allée à l'urgence pour faire une écoute du cœur. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti, j'ai eu une angoisse, puis j'ai ressenti le besoin d'entendre le cœur de mon bébé. Fait que j'ai fait ça, mais je l'ai fait à mon rythme. Est-ce que j'ai été bien accueillie? Non. Mais je l'ai fait quand moi, je voulais le faire, tu sais. Puis ensuite, je pense que c'était entre 20 puis 25 semaines, ou peut-être 20 puis 30, mais je sais plus exactement. Là, j'ai décidé aussi que je voulais savoir si j'avais des jumeaux. Puis c'était quelque chose qui représentait une grande angoisse pour moi de ne pas savoir. Puis là, j'essayais de me convaincre. Là, mon ego était comme non, j'ai pas besoin d'avoir l'écho, comme c'est pas grave. Puis après une semaine de stresser puis d'angoisser là-dessus, je me suis dit, OK, Léa, fuck ton ego. Là, tu vas aller chercher l'aide extérieure parce qu'en ce moment, tu es en train d'empoisonner comme ton quotidien par ce stress-là. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça, être capable de lâcher prise puis pas ressentir ce besoin-là. Puis, ben, j'ai décidé d'aller faire une échographie qu'encore une fois, j'ai fait au moment où je le souhaitais dans ce qui était important pour moi de faire. Donc, par exemple, moi, je voulais savoir s'il y avait 2 bébés. Donc, je voulais pas qu'ils mesurent tout le reste. Donc, sachez aussi que pendant une échographie, vous êtes la reine. Quand vous avez l'information, si vous voulez connaître le positionnement du placenta, par exemple, vous pouvez insister que c'est la seule information que vous voulez avoir, tu sais, et simplement leur demander d'arrêter quand l'information, elle est arrivée. Donc, c'était pas une grossesse 100% libre, qu'on pourrait dire, du monde médical. J'ai fait ces 2 tests-là qui, pour moi, m'ont apporté beaucoup d'apaisement et qui ont fait que j'ai continué mon bout de chemin comme ça. Et puis ensuite, pour cette naissance-là, bien encore une fois, je voulais pas de monitoring externe. Là, j'avais encore le même fétoscope que j'avais acheté, mais qui était dans un bac dans la maison. Tu sais, c'est pas quelque chose qui était sorti pour moi pendant la naissance que j'avais ressenti le besoin d'avoir proche. Et puis, ben encore une fois, pas de monitoring externe. J'avais aussi envie de vivre l'expérience seule. Et puis, ben si vous allez écouter ce récit-là en audio ailleurs, ben tu sais, à un moment donné, j'ai appelé mon amoureux parce que j'avais froid. Donc, il est arrivé dans les dernières minutes, mais je n'avais pas conscience que le bébé allait naître dans ces minutes-là. C'était comme, je ressentais pas l'intensité de mon premier. Donc, voilà, mon deuxième est né comme ça, à la lueur du foyer avec mon amoureux puis son grand frère. Puis là, ben, j'ai pas eu de suivi de postnatal avec les sages-femmes. J'avais pas le suivi de grossesse du tout. Donc, mes besoins avaient beaucoup changé, tu sais. Je pense que chaque interaction avec le système nous permet de s'ancrer aussi dans ce qu'on veut réellement. Puis, pour plusieurs familles, tu sais, ils se questionnent à savoir... des fois, ils sont irrités parce que je suis en contact avec les familles qui souhaitent faire une naissance non assistée. Donc, ils sont irrités par le suivi qu'ils ont. Puis je leur dis, mais voyez ça comme une opportunité à chaque fois de venir vous positionner dans votre cœur sur ce que vous voulez réellement, puis de venir mettre vos balises, puis de savoir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi est-ce que ça vous irrite tant tel et tel test, tu sais, et telle interaction, et tel jugement, et telle peur qui vient de l'externe, et trouver les moyens pour vous venir vous affirmer dans cette grossesse-là et dans cette naissance-là. Parce que là, si vous décidez de le faire toute seule, là, ben, vous pourrez pas blâmer personne d'autre que vous, là. C'est vrai que si tu es dans un processus de naissance non assistée, que en tout cas, et que tu n'as pas le choix que d'avoir quelques suivis, etc. C'est vrai que de réussir à avoir cette conscience de se dire, si c'est là, c'est pas pour rien. C'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça. C'est que j'ai quelque chose. Il y a, comme tu dis, un pourquoi est-ce que ça me déclenche autant? Voilà, ouais, c'est ça. Est-ce que je veux absolument plaire à la soignante qui est là? Puis qu'est-ce que cette posture-là dans laquelle je me mets, si ça me déclenche émotionnellement, comment est-ce que ça va émerger pendant mon expérience de naissance? Et socialement, c'est ça, socialement aussi. Est-ce que finalement, je fais les choses pour plaire? Est-ce que je fais les... Puis tu sais, quand on fait les choses pour plaire, c'est un mécanisme de survie, tu sais, Oui, bien sûr. j'ai pas de...
j'ai Ouais. pas de jugement à faire là-dessus. Je comprends le processus. Tu sais, c'est comme... Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de donner naissance seule, parce que j'ai pas envie d'avoir cette interférence externe. Ouais. Ouais. Fait que ça vient d'un d'un manque de confiance de l'externe aussi, tu sais. Mhm, Fait mhm. que je pense que c'est un beau processus d'introspection quand on a fait le choix de donner naissance seule, de d'où vient notre Mhm. le choix. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose que je digère et que je reflète encore aujourd'hui. Puis je pense qu'on pourrait reparler de ces enfantements-là dans 10 ans, puis je vais avoir une autre perspective encore, tu sais. Mhm, bien sûr, bien sûr. Du pourquoi, Ouais. du comment, tu as fait Oui, chacun de tes choix, ouais. clairement. Et qui sont uniques d'une à l'autre, tu sais. Ouais, Je ouais. suis sûre qu'il y a des femmes qui vont m'écouter puis qui vont me dire: «Ah, mais moi, c'était pas du tout ça mon processus». Puis tu sais, il y a pas un seul chemin. Bien sûr. Il y en a, c'est toutes des chemins uniques, tu sais. Après ça, il y a des profils qui sont similaires, mais sinon, c'est un processus très, très personnel. Et je voulais juste, tu vois, rebondir rapidement sur ce que tu as dit pour ton premier enfant où non, pour le deuxième, pardon, où tu t'es autorisée à aller checker le cœur et voir si tu avais des jumeaux. Pour le premier, ah oui, oui, pour le Pour le deuxième, pardon. deuxième. Et et je trouve ça vraiment super parce que, comme tu dis, c'est parce que des fois, on peut être obtus, comme tu dis, avec ton ego, et cetera, à se dire: «Non, je veux que ça se passe juste comme ça, parce que» et s'autoriser cette souplesse et voir, en fait, il y a rien de linéaire. C'est des fois, il y a quelque chose qui me fait plus de mal que du bien. Comme tu dis, tu as stressé pendant une semaine, donc c'est important aussi de pouvoir, être doux avec soi et je parle de manière générale pour les personnes qui écoutent et de vraiment, pas être figé dans une case et s'autoriser Mmh. et se poser des questions, se remettre en question et voilà ce que tu disais avant, pourquoi est-ce que ça me déclenche tant et cetera et cetera. Avoir ce regard, introspectif, c'est vraiment surtout sur ce chemin d'autonomie, c'est important, quoi. Ouais. Bon, est-ce que tu aurais quelque chose, à rajouter? Peut-être, sur le tableau, on a dit l'essentiel, il me semble, Je donc pense que oui. ouais. Ben, j'ai envie de te remercier. Je pense qu'à chaque fois que je parle de mon processus, ça me permet de l'intégrer encore plus. Ça permet à d'autres familles de se demander c'est quoi leur propre processus, tu sais. Fait que je Mmh. merci pour cette occasion de partager puis d'échanger. Puis je souhaite à toute la communauté périnatale un soutien, Mmh. une espèce d'alliance pour les familles. Puis moins de clivage. Parce que je pense que la chasse aux sorcières, elle part de l'intérieur de nous, de notre blessure personnelle de femme, qui est comme intergénérationnelle. Puis comment est-ce qu'on se positionne, tu sais, s'il y a des sages-femmes qui nous écoutent, s'il y a des femmes sages qui nous écoutent, s'il y a des doulas qui nous écoutent. Puis je pense qu'on a toutes des ondes de frustration, mais de vraiment réfléchir, tu sais. Si on veut servir les familles dans leur libre choix, après ça, comme un individu, on peut se dire, OK, cet espace de naissance-là n'est pas le mien, Mmh. mais il faut aussi laisser les gens vivre leur histoire, tu sais, Mmh. Mmh. puis faire leur choix. Mmh. Merci, c'est un bel appel du cœur et un bel appel de la vie, quoi, qui demande à ce qu'on se réunisse, quoi, en fait, c'est vrai, ouais. Merci et je pour cet épisode et cet échange et j'ai hâte de voir la progression de ce super outil que tu mets à disposition des gens. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, à contacter Léa ou à les mettre en commentaire et je pourrais lui transmettre si jamais c'est Oui, voilà et bah, je te dis peut-être à une autre fois. peut-être une autre fois, avec plaisir. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.